Oui, d'accord, très bien, très bien. Merci, merci. Je te laisse. Voilà. Alors voilà, donc bonjour à tous. D'abord aux personnes présentes, les étudiants de Sorbonne Université et quelques autres étudiants qui sont venus et qui sont les bienvenus, agrégatifs pour la plupart et quelques autres chercheurs présents. Je salue également toutes les personnes qui sont en ligne. Vous êtes évidemment les bienvenus pour cette conférence où Samuel Poyart nous fait l'honneur de sa présence et on le remercie très chaleureusement pour nous présenter cette conférence sur le Panama. Alors, je vais présenter déjà notre conférencier pour que chacun le connaisse. Alors, Samuel Poyart est professeur dans le secondaire, agrégé d'histoire-géographie, donc ce n'est pas un hispaniste, même s'il maîtrise l'espagnol, et doctorant en histoire, donc actuellement à l'EHESS, sous la direction de Clément Thibault. Voilà. Il est rattaché au laboratoire Mondes Américains et par ailleurs chercheur associé donc dans un centre de recherche rattaché à l'Université de Panama, qui est le Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, qui est un centre particulièrement actif et je suis ravi que tu en fasses partie. Voilà. Alors, Samuel Poyart réalise actuellement une thèse de doctorat à l'EHESS, comme je le disais, qui porte sur la phase française de construction du canal de Panama entre 1876 et la reprise par les États-Unis en 1904. Donc, c'est intéressant parce que ça comble un vide historiographique et je crois qu'à cet égard, vraiment, c'est un choix très heureux dans la mesure où il y a beaucoup de travaux qui existent sur l'époque du canal américain, mais beaucoup moins sur l'époque du canal français. Et je crois que des travaux d'histoire vraiment actuels sur cette époque sont vraiment nécessaires. Rolando de la Guardia, sous un autre angle, lance lui aussi un chantier actuellement sur cette période française qui finalement reste dans les mémoires collectives au Panama, mais paradoxalement n'a pas fait l'objet de beaucoup de travaux. Vous savez que l'historiographie sur le Panama est très développée aux États-Unis, mais naturellement, ils se sont plus intéressés à la période américaine et aussi évidemment à toute l'histoire assez mouvementée du Panama et des États-Unis au cours du XXe siècle, jusqu'à la rétrocession du canal en 1999. Donc, alors, évidemment, la conférence va porter en grande partie sur des points essentiels que tu abordes dans cette thèse de doctorat. Je peux simplement dire que l'angle sous laquelle la thèse est abordée, c'est sous un angle géopolitique, et tu me corriges bien entendu, Samuel, si je me trompais, sous un angle géopolitique qui est abordé sous différents angles et à toutes les échelles. Alors, quand je dis toutes les échelles, c'est à l'échelle locale, bien entendu, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle globale. Je crois que c'est l'une des richesses de ce travail. Et en termes des aspects abordés dans la thèse, et la liste n'est évidemment pas exhaustive, tu abordes à la fois le chantier à l'époque française, les bouleversements démographiques entraînés par la présence de nombreux migrants, les travailleurs venus pour le canal, les liens entre ces différentes communautés, avec à l'époque colombienne, bien entendu, et les enjeux politiques, économiques, diplomatiques inhérents à la construction d'un canal interocéanique, le seul à ce jour, et voilà. Donc c'est finalement aussi, je trouve, en termes historiographiques, et c'est pour ça que je salue aussi ce travail de thèse, une histoire de la mondialisation qui est abordée à partir d'un objet singulier, mais évidemment qui a à la fois une présence matérielle, physique, locale, mais une portée internationale évidente et géopolitique de premier abord, qui est un canal interocéanique, donc une voie de circulation, de commerce essentielle, mais qui a, comme vous le savez, un intérêt stratégique militaire à l'origine, au moins pour les États-Unis. Voilà. Donc, sans aller au-delà, je vais donner la parole à Samuel. Donc, pour une conférence qui, vous l'avez sans doute vue en ligne, s'intitule Circulation transnationale et recomposition locale, la Compagnie universelle dans l'isthme de Panama, 1880-1889. Alors, je vais couper mon son. Je dis simplement pour ceux qui sont en ligne, la conférence va durer une cinquantaine de minutes. On aura ensuite une demi-heure pour des questions. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes en ligne, et évidemment ceux de la salle, à prévoir des questions en français, éventuellement en espagnol. Et vous pouvez, pour ceux qui sont en ligne, soit l'écrire dans le chat, soit prendre la parole. Les deux sont possibles. Voilà, je coupe mon micro et je donne la parole à Monsieur Poyart. Eh bien, bonjour à tous. Avant, tu peux le mettre en plein écran. Oui, je vais. Ah oui, et puis. Je voulais juste. Je vous remercie, David Marcilassi, pour l'invitation. Et puis, c'est vrai que pour les agrégatifs,
Je vais traiter d'une période assez réduite d'un point de vue spatial et chronologique, donc voyez-le comme un éclairage. Et j'espère qu'il vous aidera à mieux connaître et comprendre la première partie du programme, celle du chantier français et celle au cours de laquelle l'isthme de Panama appartient à la République de Colombie. Donc, je vais mettre effectivement. Là, tu as remis le haut-parleur, non? Enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire. Non, parce que je pense qu'on va m'entendre, Oui, ça va résonner. Bon, de toute façon, on l'entend bien, je crois. Alors, comment creuse-t-on un canal? La photographie que vous avez sous les yeux a été prise en 1883 le long de la ligne de construction du canal interocéanique sur un des chantiers de la compagnie universelle, celui de Paraíso. Le cadre de la photographie et les moyens de l'époque réduisent ce chantier à des dimensions finalement peu spectaculaires. On peut cependant distinguer plusieurs éléments. Une machine qui creuse le sol. Il s'agit d'un excavateur à chaîne à godet, un type d'engin inventé par un entrepreneur français, Alphonse Couvreux, sur le chantier du canal de Suez. Si on regarde bien, on distingue tout de même des ouvriers, et même en les comptant, il y en a en fait plus d'une vingtaine. Un certain nombre déplacent des voies. Un chantier à l'époque de canal, c'est aussi un chantier de chemin de fer. Certains semblent fragmenter des roches. Et au premier plan, l'un d'entre eux, âgé, s'abrite sous une ombrelle et fixe l'objectif. Noirs de peau, ils viennent des Caraïbes, de l'État de Bolivar, en Colombie, de Martinique, ou plus vraisemblablement de l'île de la Jamaïque. On distingue aussi à droite un atelier ou un abri pour les machines. Et au fond, à la lisière de la forêt, figurent de petites maisons au toit de paille pour les ouvriers que le personnel de la compagnie nomme des ranchos. Et au-dessus, deux maisons en bois, dont l'une plus grande, avec un étage que la légende de la photographie qualifie de chalet du chef de section. Cette photographie a vraisemblablement été prise par un agent de la compagnie, et c'est en quelque sorte le chantier du canal tel que le présentent à l'époque les Français. Ce document comporte cependant un grand absent. Les autres habitants de l'isthme, au-delà de cette portion du chantier. Paraíso n'est qu'une petite localité située sur le long de la voie de chemin de fer, achevée en 1855, mais non loin des bâtiments de la compagnie, il y a donc un village, et les travaux ont d'ailleurs dû attirer de nouveaux résidents. Le 17 juillet 1884, Carlos Mendoza, qui est gouverneur du district capitale et du département de Panama, rapporte à Jules Dingler, alors directeur des travaux, c'est le principal chef de la compagnie dans l'isthme, plusieurs incidents qui ont eu lieu dans cette localité de Paraíso au cours des semaines précédentes. Un exemple, les gardiens du campement ont blessé 7 porcs appartenant à Josefa Berguido. 3 de ces animaux sont morts et l'un d'eux a été mangé par les employés de la compagnie. Cette femme dit avoir protesté, mais n'avoir pas été indemnisée. La Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, dont il est ici question, est une entreprise privée créée en France en 1880, dont les dirigeants, les principaux ingénieurs et les capitaux sont français. C'est en vertu d'une loi de concession votée par le Congrès colombien en mai 1878 qu'elle a installé ses chantiers et campements de Colón à Panama. Jusqu'à sa mise en liquidation au mois de janvier 1889, cette compagnie et ses sous-traitants engagent de vastes travaux, puisque ce qu'on voit sur la photo se reproduit à de nombreux points du corridor transismique. Et cette photographie illustre tout de même l'inscription de la compagnie dans le territoire panaméen. Masquée par le scandale de Panama et l'échec, cette période durant laquelle les Français dirigent un immense chantier dans l'isthme reste, comme l'a dit David Marcellassi, cependant encore plutôt mal connue. L'historiographie s'est jusqu'ici intéressée au chantier dirigé par les États-Unis. L'ouvrage le plus cité pour la période française est celui de David McCulloch en 1977.
Et par contraste avec l'entreprise nord-américaine, l'historiographie panaméenne a jusqu'ici tendance à présenter mais du coup, a jusqu'ici tendance à présenter la présence de la compagnie française comme peu conflictuelle par rapport à la présence ensuite des États-Unis et aussi avant, pendant le chantier du chemin de fer. En France, puisque la compagnie est française, les études ont porté sur la corruption et l'aspect financier. Cela a été parfaitement analysé par Jean Bouvier, puis Jean-Yves Mollier. Cette perspective conduit toutefois à considérer comme marginale la mise en chantier dans l'isthme. Or, celle-ci intéresse grandement les Colombiens et de nombreux ingénieurs français dirigent d'importants travaux, plusieurs fois réorganisés. La compagnie devient propriétaire d'un vaste espace foncier dans l'isthme. Elle construit des habitations, des ateliers, comme à Paraíso. Elle nécessite l'arrivée d'une multitude de matériaux, majoritairement produits aux États-Unis et en Europe. Elle organise l'arrivée de milliers d'ouvriers venus principalement des Caraïbes, mais aussi de France métropolitaine et même de Chine et du Libéria. Son objectif, construire un canal, et les circulations qu'il provoque inscrivent ce projet dans la première mondialisation ou dans ce que John Darwin, D-A-R-W-I-N, nomme la Steam Globalization, qui transforme certains lieux clés pour le commerce entre les différentes parties du monde. Le texte du programme de l'agrégation évoque d'ailleurs le contexte d'une nouvelle étape de la mondialisation. Il s'agit ici de contribuer à cette histoire en proposant, comme l'a dit David Marcellassi, l'étude d'un cas précis. L'isthme de Panama s'est inscrit à plusieurs reprises au cœur des circulations de longue portée et James McGuinness, un historien nord-américain, a bien montré que les transformations provoquées par la construction du chemin de fer dans l'isthme de 1849 à 1855, alors qu'a lieu la ruée vers l'or, provoquaient de nombreux bouleversements. L'installation du chantier français, à son tour, entraîne de nouvelles recompositions dans ce corridor transsismique. Et si les dirigeants de la compagnie se perçoivent comme les agents du progrès et de la civilisation, garants de l'intérêt universel, cette modernité revendiquée mérite d'être interrogée. Elle est inégalement perçue et vécue par les différents travailleurs, par les habitants de l'isthme aussi, faisant apparaître ce que l'historien Christophe Charles nomme la discordance des temps. Ces attitudes des autres habitants de l'isthme sont plurielles entre accommodement, coopération et opposition. Les dirigeants colombiens souhaitent quant à eux favoriser la réussite du projet, mais à toutes les échelles, les agents de la République affirment également faire respecter la souveraineté de l'État face à l'entreprise, ce qui suscite parfois des ambiguïtés et des tensions. Et lorsque je dis à toutes les échelles, car la compagnie négocie avec le gouvernement colombien à Bogota, avec les autorités panaméennes à Panama, d'abord de l'État fédéral panaméen, puis après 1886 du département de Panama, mais aussi dans chacune de ces petites localités entre les chefs, si vous voulez, sur place de la compagnie et l'alcalde ou le régidor de la localité. Je propose donc d'étudier ce matin la manière dont l'implantation de la compagnie universelle, associée aux circulations transnationales qu'elle génère, bouleverse cette portion transsismique du territoire colombien. Quelle relation se noue à toutes les échelles entre le personnel de cette entreprise privée étrangère, les habitants et les diverses autorités qui représentent la souveraineté de la Colombie? Donc, commençons par le cadre de la loi de concession. En 1878, Aníbal Galindo, alors représentant de l'État du Tolima, rédige un rapport au moment de l'examen par le Congrès colombien du contrat de concession signé quelques semaines auparavant par le Français Lucien Napoléon Bonaparte Wise et Eustorgio Salgar, ministre de l'Intérieur et des Relations extérieures. Et Aníbal Galindo, donc dans ce rapport pour le Congrès, insiste pour que dans cette négociation, les représentants des différents États colombiens se préoccupent des intérêts
en beneficio del comercio universal y de Colombia en el caso de que se abra el canal. Alors, pour les dirigeants colombiens, en 1878, la concession apparaît comme un instrument pour accroître le commerce mondial, insérer la Colombie dans ses échanges et tirer de l'infrastructure certains bénéfices financiers. Le projet de canal reflète l'idéal d'un monde en réseau favorable au commerce, à la pacification du monde et au progrès de la civilisation. Ces idées sont défendues en France par un auteur comme Michel Chevalier et sont partagées depuis le milieu du XIXe siècle par certains libéraux colombiens comme Florentino González ou Miguel Samper qui prônent le libre-échange. D'autre part, en confiant cette infrastructure à une entreprise privée française, cela doit permettre de garantir la souveraineté colombienne sur ce territoire stratégique convoité par les États-Unis. En mars 1880, le président des États-Unis, Rutherford Hayes, affiche d'ailleurs publiquement son opposition à l'entreprise française en affirmant qu'il est du droit et du devoir des États-Unis d'exercer et de maintenir une surveillance et une autorité sur tout canal interocéanique pour protéger les intérêts nationaux des États-Unis. Et par la suite, les dirigeants états-uniens veillent à ce que la compagnie universelle reste une entreprise entièrement privée et que l'État français n'intervienne d'aucune manière. Alors maintenant, si on regarde le contenu de la loi, le contenu de la loi de mai 1878 révèle une relation asymétrique avec plusieurs éléments importants accordés à l'entreprise privée. Quelques années après son rapport pour le Congrès, Aníbal Galindo est devenu ministre des Finances et dans un mémoire qu'il adresse au président de l'Union pour préparer le Congrès de 1884, il compare la concession accordée à la Compagnie universelle avec celle du canal de Suez, qui était un texte du souverain égyptien de 1854. Et Aníbal Galindo distingue 3 éléments qui, selon lui, montrent l'ampleur du privilège accordé aux Français. Alors, il distingue, premièrement, le monopole accordé à l'entreprise pour la communication entre les deux mers dans l'isthme, ce qui n'est pas mentionné dans le texte égyptien. Deuxièmement, la participation aux bénéfices au cours de la période d'exploitation qui est prévue pour 99 ans à partir de l'ouverture du canal. Et il a calculé qu'en 1882, l'Égypte a touché 13,5% des bénéfices bruts du canal de Suez. Donc 13,5% des bénéfices bruts. Or, à l'ouverture du canal de Panama, il est prévu que la Colombie touche 5%. Et ça augmenterait au fil du temps jusqu'à 9%. Troisième chose qu'il relève, c'est le don de terre. En effet, il est attribué à la compagnie des terrains sur le tracé et une bande de terre de 200 mètres de large de chaque côté du tracé, mais aussi 500 000 hectares de tierras baldías dans la République, y compris les mines qui s'y trouvent. Cet aspect montre la préoccupation des négociateurs français pour les ressources du territoire colombien et le projet derrière de rationaliser l'usage des terres. Dès 1878, donc ça c'était dans son rapport au Congrès, Aníbal Galindo jugeait ces 500 000 hectares comme une attribution énorme, c'est ses mots, et sans précédent. Et il s'interrogeait, mais est-ce une négociation sérieuse pour l'ouverture d'un canal interocéanique ou une simple spéculation pour l'acquisition de terres vacantes? Le privilège insiste cependant sur la nécessaire coopération internationale pour la réussite du chantier. Il est prévu que dans un délai de 3 ans, une commission internationale d'individus et d'ingénieurs compétents fasse une étude des terrains, du tracé, du budget. Et donc, le Congrès international d'études du canal interocéanique, qui se tient à Paris en mai 1879 et qui est un élément essentiel de la première année de votre question, vise à mettre en avant cette coopération internationale autour d'un projet qu'on dit nécessaire à l'humanité. Au bénéfice du commerce universel, il est aussi prévu que les ports et les terminaux du canal forment une zone neutre, à perpétuité. Enfin, le texte fixe des garanties pour la Colombie, d'autant qu'à l'époque, il s'agit surtout de se prémunir au cas où l'entreprise bénéficiaire de la concession ne construise pas le canal, c'est ce qui était
c'était tout le temps arrivé auparavant. Donc, il y a un délai pour terminer l'ouvrage, c'est 12 ans qui peut être prolongé de 6 années. Et puis, surtout, la concession ne peut être transférée à d'autres individus ou à des... Enfin, elle peut être transférée à d'autres individus ou à des syndicats financiers, mais surtout, elle ne peut pas être vendue à un gouvernement étranger. Donc, il s'agit bien d'une entreprise privée, ce sur quoi insistent aussi les dirigeants des États-Unis. Alors, au-delà de ce cadre législatif dans lequel s'inscrivent les relations entre la Compagnie universelle et la République de Colombie, le lancement du chantier soulève un grand espoir chez certaines élites du pays, et surtout dans l'isthme de Panama. Au cours de l'année 1882, José María Alemán, qui est né à Panama, qui a été un représentant de l'État de Panama, publie un recueil de poèmes, dont un intitulé Del Canal. Et voilà, vous avez sous les yeux le début, et notamment cette deuxième strophe, No más miseria y pobreza, ni godo ni liberal, por montones la riqueza recogerá cada cual cuando conclua el canal. Cela montre l'importance que revêt cette infrastructure pour les contemporains. Toutefois, dès le mois de mai 1881, le ministre des Affaires étrangères colombien, Ricardo Becerra, s'inquiète des nombreuses commandes de casas, víveres, brazos y otros alimentos considerables que la compagnie a passées en Europe et aux États-Unis, en raison notamment de la spéculation qui règne dans l'isthme. Et donc maintenant, après avoir vu le cadre législatif des relations entre l'État colombien et la compagnie, voyons les circulations transnationales que génère le chantier. Les besoins en matériel sont absolument innombrables. J'ai cité quelques exemples pour nourrir vos copies, mais c'est peu de choses. 5 tonnes de fils de fer commandées à la Société des Forges de Franche-Comté, des commandes mensuelles d'eau de Saint-Galmier, dans la Loire. Du bois est transporté depuis la Californie. Des maisons sont commandées à Prosper Huerne, qui est un ingénieur domicilié à San Francisco, par la suite à un entrepreneur de Mantes, à qui on demande des maisonnettes démontables. Donc, la compagnie se fournit presque exclusivement à l'étranger. Dans le récit de voyage qu'il effectue en 1887, Salvador Camacho Roldán se réjouit seulement de voir que des produits agricoles sont transportés de Cartagena à Colón pour être vendus dans l'isthme. Les machines sont acheminées depuis la France, depuis la Belgique et les États-Unis. Des mécaniciens peuvent accompagner celles-ci pour les monter dans l'isthme. Par exemple, des ouvriers belges de la société Villebrock viennent pour monter des dragues. De fait, le déploiement des chantiers dans la partie la plus étroite de l'isthme transforme ce passage en un véritable pôle migratoire. Les modalités de ces migrations sont cependant très diverses. Alors, concernant les migrations, la compagnie est dirigée par des Français et donc le personnel technique et administratif est principalement français. C'est les directeurs des travaux, les ingénieurs, les chefs de section, les dessinateurs, les comptables, les caissiers, les médecins. Ils sont pour la plupart recrutés en France métropolitaine et ils ont un statut particulier, celui d'agent classé. Ce qui leur donne des avantages, notamment un congé de 5 mois tous les 3 ans, puis comme les conditions de vie sont quand même réputées très très dures, tous les 2 ans. Ils peuvent également toucher jusqu'à 2/3 de leur salaire en francs en France. Parce que dans l'isthme, ils sont payés en piastres. Là, le gouvernement colombien y est très attentif et doivent absolument être payés en piastres. D'autres techniciens sont recrutés dans l'isthme et ont le statut d'agents temporaires. Ils ont des appointements moins élevés, malgré eux aussi certains privilèges. Donc ça, c'est les agents classés européens et surtout français. Ensuite, la présence et la nécessité d'une main-d'œuvre conséquente préoccupent constamment les dirigeants de la compagnie. Alors qu'il est directeur des travaux à Panama, Maurice Hutin dit qu'il faut créer un courant d'immigration. Et la compagnie organise elle-même la venue de plusieurs milliers de travailleurs. Une conception racialisée de la division du travail domine. Les dirigeants, les ingénieurs, les observateurs sont ainsi persuadés de trouver à proximité une main-d'œuvre afro-descendante bon marché et apte au travail difficile dans un climat tropical. Pour les recruter, ils envoient un agent en 1882, Alphonse Pinard,
le mentionner à nouveau par la suite. Et puis surtout, il passe des contrats avec des négociants qui sont chargés de faire venir les travailleurs. Et ces agents recruteurs, ils touchent une prime, une petite somme d'argent par travailleur transporté vers l'isthme. Au départ, ils sont recrutés dans l'État de Bolivar, en Colombie, autour de Carthagène. Et puis, très vite, dès 1882, certains viennent de Curaçao et déjà en nombre de la Jamaïque. Et par la suite, le recrutement va s'élargir à un certain nombre de territoires caribéens. Comme vous le voyez sur l'écran, ça, c'est des travailleurs qui sont venus via des agents recruteurs. Sachant que le consul français évoque aussi un agent en Guadeloupe, et donc qui ne figure pas dans le tableau d'archives que j'avais trouvé. Pour ces hommes, travailler dans l'isthme peut apparaître comme une opportunité économique. Par exemple, un travailleur martiniquais recruté par un agent qui s'appelle Ernest Joachim et qui décède à Paraíso en 1883, il est manœuvre et il est rémunéré 1 piastre par jour. C'est à peu près 5 francs. Et en 1882, à la Martinique, il y a des grèves importantes où les ouvriers réclament un salaire de 3 francs. Parce qu'en fait, celui-là s'élève plutôt de 1,5 franc. Donc, vous voyez qu'ils sont payés 3 fois plus dans l'isthme. Par ailleurs, l'économie sucrière, globalement, dans ces territoires caribéens, est à ce moment-là en crise, et encore plus après 1884. Confrontés à des difficultés pour recruter, et pour fixer également, pour les faire rester dans l'isthme, les travailleurs, après 1886, et alors que s'enclenche la période des grandes entreprises, celles-ci vont chercher à faire venir une main-d'œuvre de territoires plus lointains. Et donc, il y a un ingénieur suisse qui s'appelle Henri Estienne qui va envoyer illégalement 565 Chinois en mars 1887 depuis Hong Kong. Par la suite, les autorités britanniques empêchent tout départ, et la Colombie interdit l'importation d'ouvriers chinois par une loi d'avril 1887. Parallèlement, 1006 individus sont transportés depuis le Libéria par une compagnie allemande, la compagnie Wörmann, W-O-E-R-M-A-2-N, W-O-E-R-M-A-2-N, qui, au même moment, cette compagnie est très active dans la colonisation en Afrique. Ils sont recrutés dans plusieurs ports sur la côte africaine, cette fois avec l'accord du gouvernement du Libéria. Ils arrivent aussi au cours de l'année 1887. Comme les Chinois, qui sont nommés comme tels, ils ont signé un contrat d'engagement d'1 an renouvelable, mais ces travailleurs expliquent au consul des États-Unis, ceux du Libéria, ils lui écrivent une pétition lui expliquant qu'ils doivent travailler 2 ans et qu'ils ne seront payés qu'à la fin. En réalité, plusieurs éléments dans ces recrutements rapprochent celui-ci des pratiques de l'engagisme de l'époque. Il y a une compagnie de Liverpool qui est contactée pour les faire venir, et dans les archives anglaises, ils disent que qu'ils ont refusé et que c'est quasiment de l'esclavage. Voilà. Enfin, dernier groupe, c'est les travailleurs qui migrent par leurs propres moyens. Alors, c'est le cas du peintre Paul Gauguin, je ne sais pas si vous avez lu ça, qui vient depuis la France, qui est déçu. Et le chantier apparaît surtout comme un pôle d'attraction important dans les Caraïbes, en raison du capital investi par la compagnie. Maximo Gomez, qui a migré à plusieurs reprises et qui a combattu pour l'indépendance de Cuba, raconte dans son Diario de Campaña qu'il se rend plusieurs fois au Panama depuis la Jamaïque, entre 1886 et 1888. Et avec d'autres Cubains, il raconte comment il cherche du travail le long de la ligne de construction. Parfois, il en trouve, parfois, il va plus loin, il n'en trouve pas, et dans ce cas-là, il va plus loin sur un autre chantier. Bon, il y a aussi 2 exemples de Français qui parcouraient les Amériques comme explorateurs et linguistiques, ethnologues, qui manquent d'argent, et donc qui viennent à Panama pour travailler pour la compagnie. C'est Alphonse Pinard et Charles Manot. Il convient de préciser qu'au-delà de ceux qui travaillent directement à la canalisation, des hommes et des femmes migrent pour fournir un ensemble de services autour de cette activité. Se loger, se nourrir, se vêtir, se divertir. Certains sont recensés par la Compagnie universelle, qui emploie des surveillants dans ses campements, passe des contrats pour des cantines, mais pas tous. Ainsi, des femmes ont migré sur le chantier pour accompagner leur mari, mais aussi pour travailler. Certaines Françaises tiennent des hôtels, des cantines. Et puis, Joan Flores Villalobos l'a montré pour la période des États-Unis. Il y a des femmes issues des Caraïbes qui viennent, notamment de la Jamaïque. Leurs traces dans les archives sont plus ténues. Moi, j'ai rencontré le cas de martiniquaise qui était couturière et blanchisseuse dans ces pueblos tout au long de la ligne.
et certaines réclament leur rapatriement au consul français en 1889, et c'est ainsi qu'elles apparaissent dans les sources. L'ensemble de ces flux, ces 4 flux, dessine un afflux de population important. La compagnie emploie à peu près jusqu'à 18 000 travailleurs en 1887. Omar Jaén Suárez estime la population présente dans la zone du chantier à 35 000 personnes en 1880. Donc 35 000 personnes en 1880, et ensuite il y a un afflux de 20 000 habitants, ce qui est une population flottante parce que certains repartent, certains arrivent. Donc, cet afflux de population nécessite des installations pour recevoir ces travailleurs et, dans une moindre mesure, ces travailleurs. Donc maintenant, je vais aborder les recompositions territoriales et paysagères dans le corridor transsismique. Leur population, les deux villes aux deux extrémités, Panama et Colonne, connaissent d'importants changements. Leur population augmente. La ville de Colonne, c'est environ 9 000 habitants au cours des années 1870, et c'est plus de 15 000 habitants en 1886. Donc là, on passe de 9 000 à 15 000. Cette population est cependant flottante. Eusebio Antonio Morales évoque son passage à Colonne en 1886 comme l'arrivée à un campamento transitorio de obreros. Eusebio Antonio Morales. Un campamento transitorio. Concernant Panama, Omar Jaén Suárez évoque 19 000 habitants en 1880 et 25 000 habitants vers 1886. Donc là, on passe de 19 000 à 25 000. Alors, à Colonne, les Français construisent un nouveau quartier qu'ils nomment Christophe Colomb, et les récits de voyage en font un quartier magnifique. Salvador Camacho Roldán souligne el gusto artístico del pueblo francés. Donc, il y a tout un nouveau quartier. Et puis, comme l'a souligné Marie Chalasso, le développement d'un port au niveau du quartier de Christophe Colomb à Colonne, et à Panama également l'investissement du territoire de la Boca à l'embouchure du Rio Grande, marque un changement territorial important concernant les liens entre ces deux villes et leurs ports. À Panama, la Compagnie universelle achète l'hôtel Grand Central et y installe son siège dans l'Isthme, au cœur de la ville. Il illustre l'ambition de l'entreprise française. Et aux abords de la ville, l'entreprise construit son grand hôpital. J'ai mis 2 photos. Symbole de la modernité de l'entreprise et des précautions prises pour la santé des employés. Mais c'est tout au long de la ligne que se produisent des changements. En 1883, le consul français décrit au ministre des Affaires étrangères des changements impressionnants avec non plus 3 ou 4 misérables villages peuplés d'indigènes, je cite là le consul français, à travers la forêt vierge, mais il évoque de nombreuses stations ont été créées pour la réception du personnel et du matériel de l'entreprise du canal, de vastes constructions en bois ont été élevées sur les collines. Il montre donc un changement important. Il faut ici prendre du recul en tout cas prendre de la distance avec le regard dépréciatif, teinté d'exotisme porté par le consul sur les villages qui existaient le long de la ligne du canal. Cet espace était en effet déjà traversé par le chemin de fer. Toutefois, la compagnie prend possession de nombreuses terres et est obligée d'en déboiser un certain nombre, puis de gérer un vaste domaine foncier. Alors, à proximité d'anciens villages situés sur la voie ferrée et des travaux, la compagnie établit, comme je l'ai dit, des campements pour garantir un certain confort aux employés. Ils sont ici en rouge sur le plan. Ce qui est en rouge, c'est tout ce qui correspond à la compagnie. Les chantiers comportent un poste télégraphique, un atelier, un magasin, et donc l'entreprise fait construire des habitations. Alors, certaines sont réservées aux ingénieurs. Là, c'est des photos de maisons pour les contremaîtres. Et puis, il y a des ranchos ou des baraquements avec des dortoirs pour les ouvriers, pour les noirs. C'est les mots des dirigeants de la compagnie dans leur correspondance. Là, je vous ai mis plusieurs photos. À la Culebra, en toile de fond, les ranchos avec la toile de paille. Ces lieux sont gardés jour et nuit par des vigiles de l'entreprise. Ils sont sous l'autorité d'un chef de campement. Leurs limites sont plus ou moins claires et bornées. Normalement,
pour y construire une habitation ou y tenir une boutique, un petit magasin, il faut demander une concession à la compagnie. La compagnie accorde des contrats, je l'ai dit tout à l'heure, pour tenir des cantines, des boulangeries aussi, on trouve. La compagnie loue les habitations. Alors, l'entreprise semble parfois éprouver des difficultés à faire respecter ces règles. En avril 1887, le directeur des travaux, Joseph Jacquier, se plaint de la présence de commerçants chinois et d'autres nationalités installés, selon lui, à la limite du campement sur les terres de la compagnie. L'installation de nombreux ouvriers dans ces campements entraîne forcément le développement de nouvelles activités et de commerce autour. Des habitations sont construites et ces habitants installent des petites plantations. Donc, tout au long de la ligne du canal, hein, ces localités se transforment. Gatún, Bahía Soldado, San Pablo, Gorgona, Emperador. Gorgona et Emperador, c'était déjà les deux villes principales auparavant. Matachín, Obispo, Culebra, Paraíso. Enfin, les dirigeants affirment qu'ils sont installés dans des lieux bien situés et des collines bien aérées. De la même façon, les hôpitaux ambulances qui sont implantés sont présentés comme étant parfaitement équipés. Il s'agit de montrer les préoccupations des dirigeants pour l'hygiène de leurs employés. Mais du point de vue de la santé, comme l'explique l'historien Paul Sutter, S-U-2-T-E-R, l'urbanisation, les déboisements, le déploiement de nouvelles habitations avec à proximité des points d'eau, il faut de l'eau pour les machines, et il faut aussi de l'eau parce que régulièrement il y a des incendies dans ces campements. Plus l'introduction de populations non immunisées, eh bien, tous ces changements en fait, vont stimuler la diffusion de la fièvre jaune et de la malaria. Et donc, il s'agit de lutter contre ces fièvres qui sont perçues comme tropicales, mais la transformation environnementale du territoire accroît la circulation de ces maladies. Comme donc l'explique Paul Sutter. Par ailleurs, les dures conditions de vie multiplient elles aussi les maladies. De fait, deuxième distance à prendre avec les propos du consul, et donc justement, avec ces discours, ces photographies qui présentent l'arrivée de la compagnie dans l'isthme comme la modernisation du passage transismique. En effet, les conditions de vie dans ces campements qui sont présentés comme confortables et bien équipés sont extrêmement difficiles. Du point de vue des maladies, il y a aussi beaucoup de gens qui meurent de pneumonie en fait, en raison de l'humidité. Les ranchos et les maisonnettes démontables s'abîment assez rapidement. Les ouvriers dorment dans les dortoirs et les incidents sont récurrents entre travailleurs. Certains chefs sont accusés de maltraiter leurs ouvriers. Des bagarres vont recouper des oppositions raciales, entre guillemets, et nationales, auxquelles il faut ajouter la barrière de la langue. Par exemple, je vais donner un exemple, en janvier 1883, les ouvriers colombiens et jamaïcains s'affrontent à Bajo Obispo. En janvier 1883, les ouvriers colombiens et jamaïcains s'affrontent. Les jours de paix, comme ici à San Pablo en 1885, sont très propices aux incidents. Ils sont payés le dimanche toutes les 2 semaines. Et puis des armes circulent, apparemment vendues par des colporteurs qui circulent le long de la ligne de construction et aux abords des chantiers. Donc cette inscription territoriale de la compagnie et du personnel ne peut pas laisser indifférents les habitants. Alors, quelles sont les interactions? Donc, dans un 4e point, je vais évoquer entre association et opposition les interactions plurielles des différents habitants du corridor transsismique avec la compagnie universelle. Pour certains, l'installation de la compagnie représente une opportunité économique. Comme je l'ai déjà précisé, des hommes ou des femmes ont migré pour profiter de l'essor économique lié au chantier. Et ils font commerce de certains services au personnel de la compagnie. Il y a également certains Panaméens qui font des affaires avec la compagnie. Ils peuvent avoir des contrats avec l'entreprise. En 1884, Amador Guerrero remporte une adjudication pour fournir 75 mules ou mulets à la compagnie. Là aussi, c'est un exemple parmi
beaucoup d'autres. Surtout, les grands propriétaires terriens vendent leurs terres situées sur et autour du tracé à l'entreprise française. C'est le cas du général Buenaventura Correoso, des héritiers de Blas Arrosemena ou des frères Hurtado. Le plus souvent, l'entreprise passe un accord à l'amiable pour indemniser le ou la propriétaire des terres plutôt que de réclamer une expropriation par la voie judiciaire parce que ce serait plus long et puis de toute façon, donc, il faudra indemniser. Dans une étude qui date de 1978, le sociologue panaméen Alfredo Figueroa Navarro écrivait que les principaux propriétaires à Panama et à Colón s'étaient enrichis grâce à la location et à la vente de leurs biens immobiliers. Et Alfredo Figueroa Navarro allait d'ailleurs jusqu'à intituler sa partie sur le canal français « Canal y Felicidad ». Et il écrivait, donc je le cite, « La presencia francesa no tiene el cariz violento de las hordas norteamericanas precedentes ». Donc il fait allusion au chantier du chemin de fer. Je pense qu'il faut relativiser ce constat. La présence de l'entreprise française dans l'isthme suscite des tensions et des conflits. Certains habitants refusent de voir leur propriété passer sous le contrôle de la compagnie, ou du moins souhaitent obtenir l'indemnité la plus forte possible. Vous avez un exemple parmi d'autres, José Hilario Cano, qui mène une action en justice contre son expropriation de 5 fincas suite à une demande de la compagnie en 1886, et l'affaire va jusqu'à la Cour suprême, qui finalement la renvoie d'ailleurs devant le tribunal de Panama. Donc ça montre là aussi un exemple de protestation. Et au quotidien, la compagnie doit sans cesse payer des indemnités qui sont réclamées pour des dégâts causés par les travaux sur telle habitation ou telle plantation. Des habitations ou des plantations qui d'ailleurs sont plus ou moins récentes. Et c'est pour limiter ces indemnités que la compagnie exige que tout occupant situé sur ces terrains justifie d'un contrat en règle avec l'entreprise, d'une concession. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont du mal à faire appliquer cette règle. Les travaux peuvent aussi bouleverser l'organisation économique de certains territoires, ce qui suscite également des protestations. Un exemple à Gatún, une cinquantaine de personnes qui résident le long du Rio Gatuncillo affirment en 1884 que le barrage que construit la compagnie et le passage d'une drague compromet leur unique source de revenus, la culture de la banane. Donc, et c'est signé, l'application est signée par, je sais plus, enfin, il y a plus de 50 personnes qui signent cette pétition. En 1887, les habitants de la localité même de Gatún protestent aussi contre l'occupation par les Français, par la compagnie, de la rive du Chagres où se trouve la gare, parce qu'en face de la gare, ils avaient établi un ponton en bois pour faciliter justement le commerce des fruits. Donc, celui-ci est maintenant passé aux mains des Français. Enfin, autour des campements, les conflits de personnes sont nombreux. Les travailleurs immigrés peuvent être vus comme une source de désordre perpétuel. Les Jamaïcains sont qualifiés par les habitants locaux de chombos, un surnom dépréciatif qui va rester. Et en 1887, le secrétaire général du gouvernement, Francisco Fabregas, qualifie les travailleurs arrivés du Libéria de sauvages. Donc, quelques semaines plus tard, il les qualifie de demi-sauvages. Il dit qu'ils sont armés et que les habitants des villages autour d'Alto Obispo se plaignent constamment du comportement de ces Africains, là aussi africains, un terme générique. Et il dit qu'il faut les désarmer. Bon. Ces divers conflits avec la compagnie posent la question de l'attitude des autorités colombiennes face à l'entreprise internationale. Inspiré par les événements au Panama et les agissements des entreprises britanniques en Amérique du Sud, Joseph Conrad ne qualifie-t-il pas dans Nostromo la concession Gould, celle de la mine d'Imperium in Imperium? Si vous n'avez pas lu Nostromo, je vous conseille de le lire. Surtout Caroline Piquet, qui est une historienne spécialiste de Suez, et elle se demandait dans un article de 2002 concernant la Compagnie universelle du canal de Suez si concession rime avec colonisation. Et donc, dans le dernier point, je vais aborder la souveraineté à l'épreuve du chantier, les autorités colombiennes et la Compagnie universelle. Alors,
Au cours du premier mois du chantier, les autorités colombiennes, à Bogota et à Panama, insistent pour que règne la meilleure harmonie avec les dirigeants de la Compagnie universelle. Des tensions surgissent cependant, en particulier à propos de certains aspects financiers et des forces de police nécessaires au maintien de l'ordre le long de la ligne de construction du canal. D'un point de vue financier, en raison des difficultés pour frapper de la monnaie, le Congrès colombien va jusqu'à voter une loi en 1882 pour permettre à la compagnie d'introduire 1 million de pièces d'argent d'une valeur d'1 peso dans les 18 mois à venir, qui les autorise à importer de l'argent. Confronté à des difficultés financières, le gouvernement obtient aussi en 1883 un prêt de la compagnie de 500 000 pesos. Donc une loi pour frapper de la monnaie, une loi pour importer de la monnaie en 1882, ils obtiennent un prêt de la compagnie, mais le gouvernement estime que l'entreprise française n'a pas accompli toutes ses obligations vis-à-vis de l'État colombien. Il s'estime lésé par le rachat massif d'actions du Panama Railroad qu'a effectué la compagnie universelle. En effet, comme le canal est finalement établi à proximité de la ligne de chemin de fer, les deux entreprises devaient négocier une indemnité. Et la Colombie devait percevoir une partie de cette indemnité. Comme il y a eu rachat à un prix très élevé des actions, il n'y a pas eu d'indemnité et la Colombie n'a rien touché. Et donc, elle envoie un agent en France pour réclamer un dédommagement de 4 millions de pesos. De même, le gouvernement considère que, selon la loi de concession, et c'est l'article 8, la compagnie devrait payer pour l'entretien d'une police le long de la ligne de construction du canal. Et la compagnie dit que non, ce sera seulement à partir de l'ouverture du canal. Et donc, les dirigeants de la compagnie universelle en France refusent ces demandes colombiennes. Alors, concernant le maintien de l'ordre, la compagnie négocie aussi avec les autorités dans l'isthme de Panama. Donc, il y a des tensions avec le gouvernement colombien à Bogota. Et maintenant, voyons avec les autorités panaméennes. Le 21 novembre 1882, l'Assemblée législative de l'État du Panama adopte une loi autorisant l'exécutif à créer un corps spécial de police pour assurer la sécurité et protection des habitants sur toute la ligne du canal. Le coût de ce corps spécial doit être financé par la compagnie sous forme de subventions ou de contributions volontaires. En fait, il y a un corps spécial qui est créé dès 1881, mais peu à peu, plus il y a de travailleurs, plus il faut de policiers et plus ça va coûter cher. Et ces projets officiels de contrat entre l'État de Panama et les dirigeants de la compagnie dans l'isthme achoppent sur la question de la contribution justement de la compagnie. Parce que la compagnie veut payer le salaire des policiers dans les bureaux de l'entreprise tous les 15 jours, comme tout le personnel de la compagnie, alors que le pouvoir exécutif panaméen exige que la somme soit versée par la compagnie à l'administration générale des finances. Donc, il n'y a pas d'accord officiel, mais dans les faits, il y a tout de même une police payée par la compagnie. En mai 1883, Jules Dingler écrit « La police des chantiers est faite par un certain nombre de policemen nommés par le gouvernement de Panama sur la proposition de l'agent supérieur, donc de l'agent supérieur de la compagnie française, et payés naturellement par la compagnie. » Donc, c'est la compagnie française qui paie, et d'ailleurs, ils écrivent aux autorités pour demander le renvoi de certains policiers quand ça ne leur convient pas. Lorsqu'en août 1886, ce corps de police spéciale est supprimé, les dirigeants de la compagnie dans l'isthme affirment que de toute façon, ce système ne garantissait pas la sécurité de leur personnel. Ils reprochent à ces agents leur manque d'indépendance et leur parti pris pour la population locale au milieu de laquelle ils vivent. C'est en effet sur la ligne de construction que les accrochages se multiplient et que la souveraineté est le plus clairement disputée. Il est régulièrement reproché au personnel de la compagnie de soustraire ses chantiers et campements au droit colombien. Les alcaldes de Gorgona ou Emperador reprochent aux chefs de section et aux chefs de campement, parfois aux vigiles aussi de la compagnie, de ne pas respecter les autorités locales. En janvier 1886, Philippe Buno Varilla, qui est alors directeur des travaux, demande à Miguel Montoya, jefe civil y militar à Panama, la libération d'un vigile jamaïcain arrêté à Matachine. Et Buno Varilla est obligé de préciser
Nous ne prétendons pas, et nous n'avons jamais prétendu, que les propriétés de la compagnie ne relevassent que de la loi française, et je trouve étrange que M. l'alcaldé de Gorgona mette encore en avant cette idée absurde et ridicule. Donc, il précise bien cela. Mais quelques semaines auparavant, dans une lettre confidentielle au chef de section, le même Buno Varia écrivait donc à ses chefs qui sont présents tout au long de la ligne qu'il a été convenu avec Miguel Montoya que les alcaldés qui s'opposent à la compagnie seront remplacés. Et donc, il leur demande de faire un rapport pour savoir quel alcaldé convient à la compagnie ou pas. Ces tensions à la limite des campements, qui sont régulières, produisent d'ailleurs un incident majeur le 3 mai 1885. Le 3 mai 1885, dans le cadre des affrontements armés qui secouent la Colombie et donc l'Isthme, cette année-là, contre la politique du président Núñez. Parce que ce 3 mai 1885, des soldats venus du Cauca, donc qui sont venus dans l'Isthme dans le cadre de ces affrontements, du Cauca, ils ne peuvent pas entrer dans le campement à La Culebra, ils sont désarmés par les Watchmen. Les soldats parviennent à s'en aller, ils ont été désarmés, et donc ils reviennent plus tard mécontents. Ils s'introduisent dans le campement avec d'autres hommes de leur bataillon, ils sont revenus plus nombreux en force, et ils ouvrent le feu dans une des baraques dortoirs, faisant 18 morts et plusieurs dizaines de blessés. Les autorités britanniques vont beaucoup protester, et ils parlent du massacre de la Culebra. Ils réclament indemnisation, etc. C'est aussi pour ça qu'après 1885, pendant quelques mois, il y a davantage de difficultés à recruter des Jamaïcains. L'action des soldats est sans doute liée également au contexte de l'incendie de Colón quelques semaines plus tôt, le 30 mars 1885, avec entre autres le rôle de Pedro Prestan, qui est un Carthaginois d'origine jamaïcaine et qui, selon un consul français, aurait travaillé pour la compagnie. Donc là, on a un incident majeur. Le ressentiment de certains habitants contre la présence française s'exprime également dans cette feuille imprimée datée du 19 mars 1888. C'est moi qui ai surligné les éléments jaunes. Et elle est intitulée « ¿Qué es Colombia ?» On ne voit pas, mais c'est du titre. La situation de Colón est comparée à celle de la ville de Shanghai, et il est demandé el terreno conocido caprichosamente con el nombre de Cristóbal Colón es territorio francés o colombiano. Toutefois, cet imprimé dénonce aussi la présence des États-Unis. La ville de Colón est décrite comme divisée en trois, la partie nord étant celle des États-Unis, comme Salvador Camacho Roldán fait la même description dans son récit de voyage. De fait, l'entreprise reste un acteur privé et l'État français ne s'en mêle quasiment pas. Suite à l'échec de l'expédition au Mexique et à l'affirmation de la puissance états-unienne, une intervention militaire navale, un fait de gunboat policy, pour protéger les intérêts de la compagnie dans l'Isthme est impossible au cours des années 1880. En tout cas, paraît impossible. Et en mai 1885, au moment de ces affrontements armés, ce sont des troupes états-uniennes qui débarquent à Colón et à Panama au moment de ces affrontements armés et absolument pas des troupes françaises. Pour conclure, et pour effectuer la transition vers le chantier états-unien, je crois que le chantier lancé par la compagnie dite universelle, mais surtout française, dans l'Isthme de Panama, ne peut pas être considéré comme marginal malgré l'importante corruption au sein de l'entreprise et malgré son échec. C'est un événement important pour la République de Colombie à l'époque et surtout, il recompose une nouvelle fois, après le chantier du chemin de fer, les territoires de Panama à Colón. Après la construction du chemin de fer, la tentative de la Compagnie universelle de percer une voie d'eau entre les océans Pacifique et Atlantique place ce territoire au cœur de nombreuses circulations transnationales. Colón, Panama, ainsi que les multiples pueblos situés le long de la ligne de construction
voient leur population augmenter, leur taille s'agrandir, leurs activités croître. Mais faire l'histoire de ce passage transsismique montre bien que l'histoire de la mondialisation n'est pas linéaire. Dans son livre « Historias perdidas », ou « Erased » aux États-Unis, Maréchal Lasso souligne que la création du vaste lac Gatun et la décision de dépeupler de nombreuses villes de la zone en 1911 a effacé la longue histoire de ce passage transsismique. Elle insiste sur le fait que cette décision, prise par les dirigeants états-uniens au nom du progrès, a éclipsé la modernité politique et économique de ce corridor depuis l'indépendance à laquelle participent les travaux de la Compagnie universelle. Donc, une mondialisation discontinue, enfin une zone qui plusieurs fois est au cœur des circulations transnationales et qui est recomposée. Et puis cette question de la modernité, des discours autour de la modernité. Les dirigeants et ingénieurs français imprégnés des idéaux saint-simoniens en sont certains. Ce chantier s'impose à la civilisation moderne. C'est une citation pendant le congrès de 1879. Il s'agit de rationaliser l'usage des territoires, accroître le commerce, pacifier le monde, apporter la civilisation dans ces régions jugées reculées. Mais dans la République de Colombie, certains le perçoivent aussi de cette manière. Par exemple, à Bogota, le chantier est mis en avant régulièrement par des gravures dans un journal illustré qui s'appelle Papel Periódico Ilustrado, un journal qui s'intéresse aux arts, aux sciences, à l'histoire, mais aussi au progrès dans le pays. Et donc, dans le cadre de cette circulation transnationale, de fait, ce territoire est travaillé par la modernité. Mais au-delà de ce discours théologique, et sans en nier l'aspect performatif, l'étude territorialisée de la période du chantier donne à voir, à la hauteur des contemporains, plusieurs manières de vivre cette modernité. L'arrivée de la Compagnie universelle représente une opportunité pour beaucoup, mais elle bouleverse le quotidien de certains habitants de l'isthme, comme l'illustrent les protestations des gens de Gatun. Le quotidien de ces lieux cosmopolites est marqué par des conditions de vie difficiles, les maladies, les inégalités de richesse, mais aussi de statut, avec la reconfiguration des discours racialisants issus de l'esclavagisme. Et donc cette modernité apparaît comme désenchantée, telle que nous proposent de l'analyser Emmanuel Furex et François Jarige. Ensuite, concernant la souveraineté. Par ailleurs, au sens strict, la loi de concession de 1878 ne remet pas en cause la souveraineté de la République colombienne. Néanmoins, les dirigeants de l'entreprise souhaitent s'établir dans ce nœud du commerce en voie de mondialisation pour profiter durablement d'une rente de situation. Cette implication à Suez puis à Panama découle des projets nés au début du XIXe siècle pour repenser la présence française dans le monde, que David Todd qualifie d'impérialisme informel français dans Velvet Empire, un empire de velours. En ce sens, les relations entre l'entreprise française qui agit au nom d'intérêts définis comme universels et la République de Colombie sont dissymétriques, et ainsi le perçoivent les acteurs contemporains. La compagnie reste cependant un acteur privé. L'État français n'est pas en mesure de la soutenir dans cet espace panaméen où la domination des États-Unis est prépondérante. Sur le terrain, la situation est quelque peu différente. Même si les dirigeants de l'entreprise affirment ne pas remettre en cause la souveraineté colombienne, j'ai lu tout à l'heure ce que disait Philippe Buno-Varilla, ils essaient régulièrement de s'ingérer dans les affaires de l'isthme, notamment concernant ces campements et leurs terres sur la ligne de construction. De plus, certains employés ont une vision très dépréciative des habitants ou des agents de l'État colombien. Le personnel tend parfois à considérer les terres contrôlées par la compagnie comme des enclaves quasiment extraterritoriales. Les photos des techniciens français posant devant les machines et portant le casque colonial montrent par ailleurs que certains se vivent comme des agents du progrès dans ces contrées lointaines.
La présence de la compagnie peut ainsi être vécue par certains habitants comme une forme d'occupation. C'est l'imprimé de tout à l'heure, qui est Colombia. D'ailleurs, le 2 janvier 1889, alors que les travaux commencent à être arrêtés en divers points de la ligne de construction, le gouverneur de Panama, Juan Vicente Ecardi, demande aux consuls étrangers de rapatrier leurs ressortissants. Il dit qu'il fera maintenir la paix et l'ordre, mais qu'il faut que ces travailleurs quittent le territoire de l'isthme parce que sinon ça va entraîner des troubles. Et le consul des États-Unis estime qu'environ 16 000 travailleurs quittent l'isthme dans les premiers mois de l'année 1889, dont plus de 10 000 Jamaïcains. Parallèlement, en 1890, certains Panaméens se rendent à Carthagène pour rencontrer le président Núñez afin de lui demander la prorogation de la concession française. Ensuite, une délégation officielle se rend à Bogota pour rencontrer les membres du Congrès et là aussi obtenir la prorogation. Finalement, la concession est prorogée à 2 reprises et une compagnie nouvelle française va diriger les chantiers de 1894 jusqu'à la fin de la vente aux États-Unis en 1904. Ils reprennent des travaux à 2 endroits, à La Boca pour construire un quai et puis à La Culebra. Cette compagnie, elle va employer jusqu'à 4000 personnes, mais elle cherche dès 1898 à vendre ses droits et propriétés dans l'isthme au gouvernement des États-Unis. Tout au long de la période, les autorités colombiennes souhaitent favoriser la réussite du chantier, tout en redoutant les désordres, en tout cas ce qui est qualifié comme tel, qu'il engendre, et surtout en garantissant la souveraineté de la République. Cette attitude est celle conservée par les congressistes colombiens au moment de rejeter le traité Eran-Hay avec les États-Unis le 12 août 1903. Si Theodore Roosevelt revendique lui aussi a mandate from civilization, les temps ont changé, d'autant que l'impérialisme territorial connaît dans le monde un renouveau depuis les années 1880. Le président des États-Unis n'hésite pas à soutenir certains Panaméens indépendantistes pour obtenir une concession, violant sans hésiter la souveraineté nationale colombienne. Et pour vous, je pense qu'il peut être intéressant de s'interroger sur les ruptures et les continuités entre la période française que je viens d'essayer de décrire, la période française et colombienne de construction du canal, et celle après 1903, avec la République panaméenne indépendante et un chantier dirigé par le gouvernement des États-Unis.